Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Endo Papers. Sur les 2 prochains épisodes, dans celui-ci, je vous propose d'aborder deux papiers absolument princeps qui s'intéressent au taux de succès en endodontie. Ces 2 papiers publiés en 2007 et 2008 sont les papiers publiés par le docteur NG de l'université de Eastman. Dans cette premier épisode, eh bien, je vous propose d'écrire et d'aller un petit peu au fond de l'article pronostic du traitement endodontique primaire. Qu'est-ce que dit la littérature après une méta-analyse de tout ce qui a été publié depuis plus de 60 ans. Donc, cette étude interroge une question simple, mais lourde de conséquences pour notre pratique. Pourquoi les taux de succès rapportés dans la littérature en traitement endodontique primaire, pour le moment, varie-t-il autant d'une étude à une autre? En effet, dans la littérature, ces taux, si on regarde un petit peu ce qui est publié régulièrement, ces taux peuvent varier de 31% à 96% de succès. Quelle discipline médicale s'autorise une telle largeur dans la disparité des taux de succès à propos d'un traitement qui, après tout, qui reste médical? Donc, dans certaines études, un traitement canalaire sur 3 échoue, alors que dans d'autres, il réussit dans quasiment tous les coups. Donc ce grand écart pose un problème majeur de lisibilité scientifique. Et que dire à un patient? Quel taux de succès annoncer à un patient qui va venir s'intéresser au succès qu'il peut escompter au moment où on va lui faire son traitement? Et pour nous, praticiens, eh bien, cela implique sérieusement la construction de protocoles cliniques fondés sur des preuves fiables. Mais finalement, qu'est-ce que la fiabilité et comment l'établir? Et surtout, d'où vient cette variabilité? Et c'est là que cette revue systématique prend tout son sens, même si au final, vous allez voir, eh bien, ce n'est pas forcément extrêmement rassurant. Alors, l'objectif principal des auteurs était bien d'identifier les paramètres méthodologiques des études cliniques qui vont influencer le taux de succès rapporté, plutôt que alors on va voir ensuite, ils s'intéressent aux effets biologiques, mais dans un premier temps, ils ont essayé de voir si cette disparité de taux de succès n'était pas uniquement liée à des problèmes méthodologiques d'inclusion et de suivi des patients. Ils ne s'intéressent donc pas aux techniques opératoires ou aux matériaux, mais à la manière dont les études ont été construites, analysées et présentées. Et ils vont s'attarder sur 4 variables clés. La première, c'est le type de critères radiographiques utilisés pour définir le succès. Le deuxième, c'est la durée du suivi après le traitement. Combien de temps on doit suivre le patient et surtout au bout de combien de temps peut-on considérer que le traitement est un succès ou un échec. La troisième, c'est la nature de l'étude. Est-elle prospective, rétrospective, randomisée? Et on sait bien qu'une étude randomisée a beaucoup plus de puissance qu'une rétrospective, qui elle-même en a moins qu'une étude prospective. Et enfin, la qualification de l'opérateur. Le but est d'identifier ce qui va biaiser l'interprétation des résultats afin d'aider les cliniciens à mieux lire, mieux exploiter la littérature scientifique. Alors, le protocole de la revue, l'International Endodontic Journal, dans lequel ces articles ont été publiés, en termes de rigueur et de sérieux, n'a plus de preuves à faire. Mais le protocole et la revue est conforme aux standards de l'EBM, ce qu'on appelle Evidence-Based Medicine, qui est la médecine fondée sur les preuves. Donc les auteurs ont sélectionné 63 études longitudinales publiées entre 1922, il n'y en avait pas beaucoup à cette époque-là, et 2002. Rappelons que l'article est sorti en 2007, et donc il a fallu a priori 5 ans aux auteurs pour analyser, écrire et publier cet article. Donc ces papiers ont été sélectionnés via PubMed, Medline, mais également la Cochrane Library, et une recherche manuelle par les connaissances et surtout les éléments bibliographiques à leur disposition. Toutes ces études respectaient les mêmes critères d'inclusion. Et ça, c'est déjà important puisque c'est ce qui a permis de faire une première grosse sélection. Elles portaient sur les traitements endodontiques primaires. Donc, on a exclu la réintervention et avec un suivi minimal de 6 mois puisque, rappelons-le, à cette époque, eh bien, peu de choses avaient été publiées sur le sujet du suivi. Il fallait également que l'échantillon de patients soit clairement défini et que les critères de succès clinique et radiographique aient été clairement rapportés et devaient être calculables, c'est-à-dire objectivables par une valeur numérique ou équivalente.
L'analyse statistique repose sur une méta-analyse à effet aléatoire, couplée à des modèles de méta-régression pour explorer la source d'hétérogénéité entre les études. Pour être très franc, je ne suis pas un expert du tout, loin de là, en statistique. Et donc là, je fais confiance aux auteurs, mais sachant d'où vient l'étude, l'université d'Eastman sont des experts sur le sujet et on peut leur faire largement confiance. Alors, le premier enseignement de cette étude est frappant, si on regarde les résultats principaux. La première, c'est que le critère de succès utilisé, qu'il soit strict ou lâche, a une influence considérable sur les résultats. Les études qui utilisent un critère strict, c'est-à-dire la pure et complète disparition d'une lésion apicale, donc une radio clarté à l'apex, rapportent en moyenne 75% de succès. Celles qui ont un critère plutôt lâche, c'est-à-dire qui vont inclure évidemment les guérisons complètes, mais également les guérisons en cours avec la réduction de la taille de la lésion, eh bien, montrent un taux de succès de 85%. On a déjà un écart de 10 points de pourcentage uniquement lié à la définition du succès. Et bien entendu, si vous lisez un petit peu de littérature, vous êtes vous-même clinicien, il est tout à fait logique que le fait d'inclure des lésions en voie de guérison augmente le taux de succès. Mais finalement, est-ce qu'on est tous d'accord pour expliquer que le succès inclut les lésions en voie de guérison ? En revanche, les autres facteurs testés, comme la durée du suivi, le type d'étude ou la qualification de l'opérateur, n'ont pas montré d'impact statistiquement significatif sur le taux de succès rapporté. Il y a quelques études qui comparent le taux de succès des endodontistes versus omnipraticiens. Eh bien, même si ça me fait mal au cœur de le dire et de le reconnaître ici, cette étude démontre qu'il n'y a pas de différence en termes de taux de succès lorsque le traitement est fait par un omnipraticien ou un endodontiste. Est-ce que cela veut dire que les endodontistes ne servent à rien ? Je ne pense pas. Néanmoins, l'endodontiste aura une compétence qui va s'affirmer et influencer le taux de succès sur des cas un petit peu plus complexes par rapport à ceux que pourrait gérer un omnipraticien. Donc c'est une découverte importante, ce n'est pas tant ce que l'on fait qui va influencer, mais c'est plutôt la manière dont on évalue ce qu'on fait qui influence le résultat. Donc ça a été la première conclusion importante de cette étude. Autre constat étonnant, malgré les 50 ans d'avancées technologiques, entre-temps on a eu la rotation continue, la réciprocité, donc le nickel-titane, les instruments à forte conicité, à moindre conicité, des designs très très particuliers, nouveaux instruments, nouvelles techniques, matériaux innovants avec les biocéramiques. Les taux de succès n'ont jamais bougé. Ils n'ont pas augmenté de manière significative au fil des décennies. Cela remet donc en question l'idée selon laquelle plus de technologie permettrait d'avoir plus de meilleurs résultats. Et cela recentre la réflexion sur l'essentiel. Eh bien, l'endodontie, c'est plus un problème de compréhension biologique du cas, de la situation et des objectifs à atteindre, le diagnostic initial, la gestion du microbiote intracanalaire et le respect des principes fondamentaux de l'assainissement qui vont influencer le taux de succès et non pas le fait d'utiliser tel ou tel système. L'avantage, ce qu'a apporté l'évolution qu'a quand même apporté ces instruments, c'est de rendre accessible l'endodontie de qualité à tous ceux qui voulaient se pencher sur le problème et ne réservez pas cette expérience, cette compétence à une frange de la population, de la profession, qui souhaitait s'investir et se spécialiser dans le domaine. En d'autres termes, c'est la biologie, bien plus que la technologie, qui est au cœur du succès thérapeutique. Alors, quelles leçons tirer de cette revue pour notre pratique quotidienne ? Eh bien, tout d'abord, adopter des critères d'évaluation stricts, reproductibles et alignés avec les recommandations internationales. Cela permet une évaluation fiable de nos résultats cliniques. On verra dans un papier un petit peu plus tard la notion de l'évaluation de succès par Dagor Stavik, qui expliquait que la notion de 1 an était importante et pas forcément pour des raisons que l'on imagine, mais on verra que aujourd'hui il y a une unanimité sur le fait qu'il faut au moins revoir les patients à 6 mois, mais surtout à 1 an. Ensuite, il faut faire preuve de prudence et d'esprit critique face au taux de succès annoncé dans la littérature. Qu'est-ce que ça veut dire un taux de succès de 90% si tout ce que nous on met en œuvre n'est pas en raccord par rapport à ce qui a été publié dans l'article considéré ? Une étude qui annonce 98% de succès doit être lue à la lumière de ces critères d'évaluation. Quels sont les critères d'évaluation qui ont été étudiés, utilisés pour la publication et qui permettent d'atteindre 98% de succès ?
Enfin, promouvoir la standardisation méthodologique dans les futures études cliniques pour que la littérature devienne enfin comparable, exploitable et pratique, et surtout permettre dans l'avenir la rédaction de méta-analyses avec des papiers qui ont une certaine puissance plutôt que de mélanger des papiers de puissances différentes. Quels sont les 5 points clés que je vous propose de retenir de cette publication? La première, c'est que le critère radiographique utilisé doit définir le succès et le facteur qui est finalement le plus influent sur le résultat. La variabilité des durées de suivi, en deuxième point, qui rend des comparaisons entre des études plutôt délicates. Troisième point, c'est que les études rétrospectives restent majoritaires avec les limites méthodologiques. Quatrième point, les taux de succès n'ont pas régressé ni avancé, progressé depuis les années 60, malgré les progrès techniques, ce qui fait que finalement, l'intérêt de l'évolution de la technologie n'a pas été mesuré et n'est pas encore quantifié. Je parle à l'époque de la publication de cet article en 2007. Et malheureusement, peu d'études aujourd'hui permettent de démontrer la supériorité d'une technique par rapport à une autre, d'un instrument par rapport à une autre. Et enfin, il est, pour ceux qui vont s'intéresser à la recherche, les auteurs recommandent qu'il est urgent de standardiser les protocoles, les critères d'évaluation et les suivis dans la recherche endodontique afin de donner un petit peu plus de puissance sur ces publications et leur donner de la consistance. En conclusion, cette revue sématique nous rappelle que dans l'évaluation du succès endodontique, la méthode va plus compter que le traitement lui-même, que la façon dont on va conduire le traitement. Même si il y a de fortes chances de penser que si on met pas la digue, si on n'utilise pas une irrigation abondante, si on n'arrive pas à faire une préparation à la longueur de travail au plus près du foramen, il y a de fortes chances que effectivement cela influence le résultat. Mais néanmoins, utiliser un instrument A, B, C ou D n'influencera pas le pronostic. En tout cas, aujourd'hui, ça n'a pas pu être démontré. Les auteurs nous invitent à devenir des cliniciens plus exigeants, mais aussi plus lucides face aux publications scientifiques. Donc ça, c'est un petit peu une idée qui était très très récurrente à Eastman, d'intellectualiser plutôt que de standardiser, d'utiliser la technicité. Néanmoins, il y a un moment, il faut quand même aller soigner les patients. Et surtout, elle nous donne des outils pour mieux lire, mieux comprendre et mieux appliquer la littérature dans nos décisions thérapeutiques, même s'il faut reconnaître que la lecture de ce type de papier est quand même très très difficile ou très très peu digeste. Voilà, c'était le premier papier. Je vous propose dans le prochain épisode d'analyser le deuxième papier qui a été publié un mois après et qui analyse l'influence, les facteurs qui vont influencer le succès du traitement. Merci de votre confiance et puis à très bientôt.